Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On est avec Emmanuel Latraverse et Mathieu Bock-Côté. Emmanuel, Michel David, le chroniqueur du Devoir, a écrit que la course au leadership du Parti libéral du Québec va être bien plate maintenant que Denis Coderre ne pourra pas participer. Est-ce que tu trouves que le PLQ aurait dû changer ses règles ou être un peu plus souple pour permettre à M. Coderre d'ajouter un peu de piment à cette course? C'est sûr que ça va être moins pimenté, puis moins exalté, puis moins tout. Puis, objectivement, moi, tu sais, pour tout le débat qu'on a sur la crédibilité de sa candidature, quand on regarde les propositions qu'il avait mis en jeu, il y avait des bonnes idées là-dedans, il y avait des choses qui allaient un peu brasser la cage au PLQ. Donc, en termes de contenu, d'idées, tout ça, c'est vrai qu'il apportait beaucoup. Ceci étant dit, tu es un parti politique qui aspire à gouverner, tu as des règles ou tu n'en as pas, puis veut pas. Monsieur Coderre, il y avait une espèce de nuage de doute autour de sa question. Premièrement, il y a des éléments de ce débat-là qu'on ne connaît pas, parce que il demeure privé dans les tractations sur l'ensemble des documents, des nuances, etc., que le PLQ veut avoir pour être certain qu'il n'y a pas d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de ses candidats. Puis de deux, là, après ça, on peut avoir un débat académique autour de si la dette de M. Coderre envers Revenu Québec est réglée ou pas quand la maison n'est pas vendue. Tu sais, lui, il dit les garanties, l'argent est là, mais ça, c'est tout un autre débat. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est sûr que s'il avait été Mark Carney, peut-être qu'on aurait été plus généreux. Oui. Mais il n'est pas Mark Carney. Alors, on a appliqué la lettre de la loi et des règles. Mathieu. Ben, je pense qu'il y avait un malaise généralisé autour de la candidature de M. Coderre, de Denis Coderre. C'est que tout le monde sait très bien qu'il était, il est au terme de son existence politique. Quand il parle, il crée un malaise généralisé parce qu'on veut pas avoir l'air discriminatoire ou méchant. Personne ne dit, puis on fait semblant qu'il va bien, mais tout le monde constate qu'il va pas bien. Puis dire ça, là, je sais que je suis méchant, mais tout le monde le sait, puis on fait tout semblant de dire le contraire pour pas avoir l'air méchant. Donc, il n'est plus tout à fait présent, autant qu'il l'a déjà été à tout le moins. Il est erratique, il fait des déclarations, vous savez, déjà qu'il l'était quand il allait bien. Là. Donc là, je pense que tout le monde est soulagé chez les Rouges d'être débarrassé d'une candidature qui ne cadrait pas avec l'entreprise de modernisation, de transformation du Parti libéral. Je pense que pour plusieurs, il y avait l'idée depuis longtemps de dire à M. Coderre, retirez-vous, s'il vous plaît, évitez cette humiliation. Vous avez eu une carrière politique honorable, on peut ne pas tout apprécier chez vous, mais elle était honorable, elle ne mérite pas de se terminer sur une humiliation, un fiasco, un flop, et il a poussé jusqu'au bout, et il connaît à la fin l'humiliation qu'il aurait dû redouter. Je m'en désole pour lui, mais je pense que le Parti libéral a bien fait de l'éjecter d'une course où il était un peu comme une arquebuse au temps de la guerre nucléaire. Emmanuel, est-ce que François Legault est allé faire du tourisme à Washington, comme le dit Québec solidaire? Mais non, s'il vous plaît, là. De toute façon, de toute évidence, il ne fait pas du tourisme parce que la délégation des premiers ministres a réussi à avoir une rencontre avec des conseillers de M. Trump à la Maison-Blanche. Donc, ce n'est pas du tourisme. D'aller rencontrer les grands acteurs de l'industrie, ce n'est pas du tourisme. Vraiment, il y a plein d'angles à débattre autour de M. Legault et sa réaction à la menace de guerre commerciale américaine. Il y a 2 millions de choses à dire. Mais là, on peut, s'il vous plaît, élever le débat, là. Un premier ministre du Québec qui s'en va à Washington, aller faire du lobbying en pleine guerre commerciale, avec la force de l'ensemble des premiers ministres des autres provinces, ce n'est pas du tourisme. Point final. Mathieu. Ben, franchement, moi, je trouve ça... personne ne sait exactement quoi faire devant Donald Trump. Il ne faut pas se donner l'impression que quelqu'un en réserve la stratégie géniale qui permettrait d'enfin éviter le mauvais sort qu'il nous réserve.
Donc, tout le monde improvise, tout le monde fait ce qu'il peut. Chacun y va selon son réflexe, d'ailleurs. Monsieur Legault essaie de négocier dans son rôle de protecteur de la nation. Québec solidaire, une espèce de rêve de se décoloniser de l'Amérique jusqu'à s'extraire géographiquement de l'Amérique. Il y a quelque chose là-dedans. Personne n'a la solution. Je note par ailleurs que il y a deux approches, et ça, c'est différent. L'approche de Danielle Smith, au Canada anglais, en Alberta, qui, elle, joue les intérêts de sa province. Elle dit, nous avons nos intérêts. Depuis le début, ce qu'elle fait, et elle ne fait pas semblant de se fondre dans le grand tout fictif qu'est le Canada. Puis les Québécois, pas tous, mais dans cette séquence-là, il y a beaucoup de Québécois, Monsieur Legault notamment, je trouve, joue un peu trop la carte du Team Canada, croyant par là probablement qu'on est plus fort ensemble, mais le fait est qu'on n'est pas plus fort ensemble. D'ailleurs, les frappes, les fameux tarifs sur l'aluminium, le Canada, il y a une formule d'Emmanuel que j'ai beaucoup appréciée dans son texte de ce matin, je crois, où elle parle du Canada comme d'un bouclier de papier pour le Québec par rapport au contexte présent. Le Canada n'est pas le grand empire protecteur dont on a besoin pour être capable de résister aux géants américains. Et M. Legault, en ce moment, fait plus le Canadien qu'il ne le devrait, alors qu'il devrait défendre strictement les intérêts du Québec et voir dans cette crise une occasion de maximiser l'autonomie du Québec, de privilégier l'intérêt du Québec, plutôt que de jouer au Canadien idéal. Mais Emmanuel, on peut-tu commencer par être cohérent? Parce que M. Legault dit, il faut protéger le commerce ici, puis il faut acheter local, puis privilégier les produits locaux, puis tout ça. J'avais hier à l'émission... On est 8 millions. Attends une minute, millions. J'avais hier à l'émission l'inventeur, le créateur de Clic Santé. Puis il dit là, on est en train de numériser le système de santé, puis on donne des contrats faramineux de millions de dollars à des entreprises américaines. Pendant que le même gouvernement nous dit acheter local, privilégier le local, il dit là, il y a des Québécois qui pourraient numériser le système de santé. On est capable, on a l'expertise, on a l'expérience, Christy, puis les contrats de plusieurs centaines de millions nous passent sous le nez puis s'en va aux États-Unis. On est incohérent. Non, mais c'est ça qui est incohérent. C'est qu'on donne le contrat de la santé, qui est le plus gros contrat d'informatisation jamais donné, à une entreprise qui a une feuille de route remplie de signaux rouges et de mésaventures et de fiascos informatiques, mais on s'imagine qu'on va être capable de ne pas avoir besoin des États-Unis pour que notre industrie de l'aluminium continue à être prospère, de un. De deux, M. Legault passe de dire on doit rouvrir l'entente maintenant. Pardon? Si tu rouvres l'accord de libre-échange maintenant, là, mon ami, là, tu sais, la première ligne en haut de la liste pour le Québec, qui ne survivra pas à une ouverture de l'entente maintenant, ça s'appelle la gestion de l'offre. Okay? Tu ne trouves pas l'entente quand tu es dans une position de faiblesse, comme celle dans laquelle le Canada est maintenant. Puis après ça, il y a l'idée de dire tant pis, on va mettre une taxe à l'exportation de l'aluminium. Donc, notre aluminium va être puni par le décret dont l'échéance est le 4 mars, 25 un autre décret du 12 mars, un autre 25 puis nous, on va mettre un autre 25 on va être rendu à 75 OK? Tu vas dire quoi, tes microbrasseries qui vont payer leur petite canette de bière 25 plus cher parce que la canette d'aluminium, elle vient des États-Unis parce que la feuille est faite aux États-Unis avec de l'aluminium. Tu sais, tu peux pas. Puis je ne prétends pas que un peu comme disait Mathieu, mais de toute façon, il n'y a pas de réponse simple à ça, là. T'sais? Alors, il faut arrêter d'arriver avec une nouvelle idée géniale à tous les matins. Alors, hier, c'était rouvrir l'entente de libre-échange. Ce matin, c'est surtaxer l'aluminium parce que, sais-tu, on fait un deal avec M. Trump, on va se partager les industries. Et moi, je trouve ça le fun. On va dire à l'aluminium, OK, vous êtes correct, mais vous, le bois, non, vous, c'est out. Vous, l'aérospatial, non, ça, c'est fini. Mais on va sauver, l'électricité. C'est quoi? Tu vas jouer à une partie de Monopoly avec les industries du Québec? Et Mathieu, tu trouves pas ça vraiment absurde là, qu'on dit acheter local, mais qu'on donne des gros contrats à des entreprises américaines? Puis qu'on continue de financer à coups de millions des multinationales étrangères? Mais c'est qu'il y a deux éléments là-dedans. C'est-à-dire, l'achat local, c'est la version contemporaine de l'achat chez nous. L'achat chez nous, c'est une espèce de slogan paroissial qui date d'il y a longtemps, où on dit aux Québécois, aux Canadiens français, achetez aux commerçants de la place, puis laissez-vous pas dévorer par la puissance étrangère. Moralement, je comprends, mais c'est une doctrine. Mais c'est une doctrine qui, puis aller chez Dupuis frère. Mais c'est une doctrine qui cadre pas
avec ce qu'on nous a appris à tort ou à raison depuis 40 ans, c'est-à-dire le libre-échange généralisé fait en sorte qu'on ne privilégie pas les entreprises nationales, mais le plus bas soumissionnaire sur un marché donné. Bon. Je constate que partout en Occident, c'est le retour du libre-échange aujourd'hui. Il faut juste comprendre qu'on change d'époque. Nous ne sommes plus à l'époque de la mondialisation heureuse, du libre-échange décomplexé. Donc, il va falloir que les Québécois, comme les Américains, comme les Canadiens, comme tant d'autres, adaptent leur système. Donc, comment pratiquer le protectionnisme quand on est 8-9 millions plutôt que quand on est plusieurs centaines comme aux États-Unis? Ben, là, c'est compliqué. Mais le fait est qu'on bascule dans un monde nouveau. On a des exigences contradictoires. Puis moi, comme je dis, je fais la morale à personne là-dedans. Je redoute une chose simplement, c'est qu'on croit, parce que pour moi, c'est vraiment la donnée centrale qui ressort les dernières semaines. On sent qu'on doit, comme Québécois, aller au-delà de notre intérêt pour montrer qu'on est vraiment solidaire du grand tout. Or, c'est une erreur dans les circonstances. Il faut penser intérêt Québec, Québec, Québec. Personne ne va le faire à notre place. Il faut juste le comprendre. Personne, à part les Québécois, va défendre les intérêts des Québécois. Et je trouve que François Legault, qui a pourtant la psychologie qu'il faut pour voir les choses ainsi, en ce moment, s'efface un peu. Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain, Emmanuel. Bye. Salut, au revoir. Salut.